Garçons du télécombo serrés si à cœur pour les préserver. Les mots du terroir sont des trésors à chérir. Gardons les vivants ce soir pour ne pas les voir mourir. Je m'appelle Rita Decime. Je suis née à Ust en 1940. Je suis dans une maison du centre historique. Et donc, mon cursus scolaire s'est fait sur la place Saint-François d'Ost. L'asile géré par Sforceleste dans les années 40, l'école élémentaire à côté, l'école moyenne à côté. Donc l'école obligatoire, je l'ai faite entièrement dans ce bâtiment scolaire. L'école normale, que j'ai fréquentée après, elle avait son siège avenue Conseil des Commis, au premier étage. Au premier étage, ensuite, il y avait le lycée, en dessous, il y avait le lycée classique. Mes parents n'étaient pas d'origine valdotaine. Mon père, que d'ailleurs j'ai perdu très très tôt, dans la première enfance, mon père était un fonctionnaire de l'État, d'origine piémontaise, dans la région du Pinerolais. Comme fonctionnaire, il avait été déplacé de Pignerol à Ust pour gérer le bureau du registre. Ma mère était d'origine vénitienne, donc mon père est arrivé en Vallée d'Ost en 1933. Ma mère est arrivée en 1936. À la suite des vagues migratoires qui venaient de Vénétie en Vallée d'Ost, parce que les hommes étaient employés à la cogne. Ils se sont connus, se sont mariés en 1939 et en 1940, moi je suis née, et en 1942, mon père a manqué. Donc j'ai vécu une enfance d'orpheline, disons, voilà. Je me suis confrontée avec un apprentissage très, très, très traditionnel du français. Moi, je me rappelle que la première leçon en première classe élémentaire, c'était, on avait déjà appris les voyelles. Là, cette voyelle est la « et » en italien, et en français, quand l'accent est comme ça, on la prononce comme ça, quand l'accent est comme ça, on la prononce comme ça, et quand l'accent est comme ça, on la prononce encore. Ça, c'était la première leçon de français en première classe élémentaire. Déjà, depuis mon adolescence, j'avais décidé que j'aurais fait l'institutrice. Et c'est pour cela que, quand je suis sortie de l'école normale, j'ai tout de suite commencé à enseigner. À la fin des années 50, j'ai commencé à être institutrice dans de petites écoles de village qui s'appelaient à l'époque écoles subventionnées. Et puis, bien sûr, j'ai passé des concours, je suis devenue titulaire. Pendant 15 ans, j'ai fait l'institutrice de l'école élémentaire, comme on l'appelait à l'époque. Entre-temps, j'avais pris ma licence à Turin. J'avais fait une thèse de licence sur les problèmes de l'apprentissage bilingue en Vallée d'Ost. Cette thèse avait suscité un certain intérêt dans le monde pédagogique et au début des années 70, on m'avait proposé de m'intéresser des écoles maternelles publiques qui venaient d'être créées dans tout le domaine national. Et c'est comme ça que ça a commencé mon aventure de 21 ans dans l'organisation des écoles maternelles. Cette charge que j'avais reçue, c'était justement parce qu'à la suite de l'institution des écoles maternelles d'État en Italie, la région avait pris la décision de créer des écoles maternelles régionales, donc gérées par l'administration régionale, pour commencer à se poser la question d'une école bilingue, d'une éducation bilingue.
c'est-à-dire l'introduction systématique du français dans avec des activités bien organisées, motivées et suivre d'une façon rigoureuse l'enseignement et l'apprentissage du français. Donc c'était une initiative qui me passionnait et je m'y suis lancée dans ce secteur. Alors, tout au début des années 70, justement, l'administration avait créé un centre de coordination. L'administration a absorbé toutes les écoles des communes, des villages qui demandaient justement une intervention plus normée du pouvoir public dans ce secteur. École que jusqu'alors avait été gérée par la commune, mais seulement dans la commune d'Ost, parce que c'était une grande commune. Autrement, elle était gérée par les paroisses, par des fondations d'intérêt moral, par des institutions de bienfaisance. Donc, ce que la région héritait, c'était un panorama des plus hétérogènes. Comme hétérogène était le corps enseignant. Corps enseignant qui avait, dans le meilleur des cas, un diplôme di scuola magistrale, ce n'était pas l'école normale, non era l'istituto magistrale, et c'était surtout, soit en Vallée d'Aoste qu'en Italie, des écoles parifiées, comme on les appelait à l'époque. Alors, le but, justement, d'organiser des écoles bilingues, c'était justement celui d'introduire le français d'une façon la plus normale possible. Ça devait devenir une activité parmi d'autres. Alors, on a hérité les écoles, on a hérité les dispositions législatives sur comment organiser l'école du point de vue pédagogique. Donc, l'école maternelle ne parlait pas de programme, mais des orientations pour l'action éducative. Et ces orientations prévoyaient l'éducation religieuse, morale, linguistique, musicale, etc. Donc, dans ces éducations-là, il fallait introduire le français. Tout au début, il a constitué un aspect particulier de l'éducation linguistique. Mais on s'était aperçu, et le corps enseignant était convaincu, qu'il fallait mettre sur pied un recyclage linguistique et un recyclage pédagogique. Plus que recyclage, une vraie formation linguistique, langagère et une vraie formation pédagogique. Quoi faire, quoi inventer pour atteindre au mieux une nouvelle formation linguistique? Les institutrices avaient appris le français à l'école et c'était un enseignement extrêmement traditionnel. La nomenclature, la grammaire et pour la plupart, parler français, ça voulait dire traduire l'italien. Donc, il fallait les immerger dans une réalité d'école maternelle francophone et débloquer leur langage. Moi, je faisais partie à l'époque du centre franco-provençal de Saint-Nicolas, qui avait une équipe scientifique. Dans cette équipe, il y avait Madame Rose-Claire Chulet, qui était ethnologue à l'État du Valais, et qu'elle nous a donné tout l'appui possible pour trouver dans les classes maternelles du Valais suisse la place pour recevoir nos institutrices et faciliter l'immersion dans un milieu francophone, donc un bain de langue. Et pendant 5 ans, tout le corps enseignant a passé un mois dans une classe enfantine pour débloquer la langue et acquérir un autre niveau pédagogique. Bien sûr, dès le début, on a découvert une école différente
de ce qu'on pensait d'organiser chez nous. Mais en tout cas, très intéressante. Alors, les points de chute étaient les écoles de Martigny, de Sion, de Sierre et de Montana. Et la première impression avait été celle d'une école bien normée, comme conduite, comme discipline, comme activité à développer, suivant une certaine progression. Un jour, j'étais à Crans-Montana parce que chaque semaine, je faisais un petit tour pour voir ce qui se passait, les problèmes qu'il y avait. J'arrive, un silence complet. Je tape, silence toujours, j'ouvre. Il n'y avait personne. Une fillette dans un banc, toute seule. Et alors, je m'approche. Tu es toute seule? Oui, madame. Et pourquoi tu es toute seule? Où sont tes compagnons, tes camarades? À la récré. Et toi, tu ne vas pas à la récré? J'en ai pas le droit. Et bon, d'accord, alors je vais les voir dans la récré. Mais je vous assure que je suis sortie de là sur la pointe des pieds, parce que ça a été une atmosphère tout à fait particulière. C'est dans mon activité d'institutrice d'école élémentaire que j'ai essayé d'appliquer les nouvelles stratégies méthodologiques qui venaient de la recherche pédagogique. Et donc, j'appliquais déjà un sillon méthodologique qui parlait des centres, qui s'appuyait sur les centres d'intérêt, et les centres d'intérêt valorisaient la découverte du milieu. Donc l'exploration du milieu, la découverte du milieu, la reconstruction en classe de ces expériences. Et j'avais mis sur place toute une série de centres d'activité axés sur l'histoire de la tuile. Moi, j'étais toujours passionnée d'histoire. Et la tuile se prêtait magnifiquement parce qu'il y avait des vestiges préhistoriques, des vestiges romains, des vestiges moyenâgeux, et puis pas parler des guerres entre France et Italie du XVIIe siècle et tout ça. Donc, j'avais de la méthodologie Freinet venaient les initiatives de correspondance interscolaire et de l'imprimerie à l'école. Et donc, toutes les fois qu'on faisait des découvertes, parce que les enfants ont pu découvrir beaucoup de choses à l'école. Donc, ils prenaient conscience de l'histoire du pays. Et donc, avec l'imprimerie à l'école, on faisait après la reconstruction en classe. On écrivait ce qu'on avait découvert. Bien sûr, il y avait des sources historiques à exploiter. Et tous ces textes avaient motivé l'impression. Il y avait le cyclostyle à alcool avant, et puis après avec il limografo. Je me rappelle 4 journaux scolaires, l'époque romaine, l'époque du Moyen-Âge, l'époque plus récente, et tous les contes du terroir que les anciens du village, quand nous recevaient, avaient envie de raconter. Bon, c'était une grande aventure. Les 15 ans que j'ai passé, les 10 ans que j'ai passé à la Tuile. Et je pense que s'il n'y avait pas l'histoire de l'école maternelle à organiser, moi, je serais restée à la Tuile. À l'époque, il y avait un grand intérêt autour de l'école maternelle. On commençait à se rendre compte que l'âge de la deuxième enfance, c'est là, à cet âge-là, qu'on met les bases pour l'apprentissage, qu'on construit l'apprentissage. Et il ne faut pas rater toutes les possibilités que les enfants ont à cet âge-là. Et comme j'ai dit, on avait découvert une école différente de celle que nous, on entrevoyait.
Il y avait le recyclage linguistique avait bien réussi parce que les institutrices s'étaient débloquées. On avait compris que tout apprentissage doit prévoir un itinéraire particulier, soit du point de vue du perfectionnement de l'apprentissage linguistique, soit dans le développement de toutes les activités. Ce qu'on avait découvert, en partie en Suisse, mais la Suisse ne se posait pas les problèmes d'éducation bilingue, on l'avait découvert à Thonon-les-Bains dans un petit stage. On avait découvert la méthode Rémy. C'était le grand moment dans toute l'école des méthodes audiovisuelles. Rémy n'est pas un nom d'enfant, c'est un acronyme, réalisation, enseignement multilingue international. Parce que la maison d'édition le publiait pour l'apprentissage précoce du français, pour l'apprentissage précoce de l'anglais, de l'allemand, etc. Et ça nous intéressait, cette méthode audiovisuelle, parce que les institutrices demandaient d'être rassurées dans une certaine progression. Et bien sûr, à l'époque, les méthodes audiovisuelles étaient une grande nouveauté. Il y avait toute une séquence de leçons qui avaient des personnages, des actions que ces personnages faisaient à l'intérieur de la famille, et puis il y avait le chat, une souris qui s'appelait Mousie, et choses de ce genre. Et donc, la méthode prévoyait la projection d'une leçon, d'une unité, et puis la mémorisation, la répétition de certaines structures. C'est développé comme ça. Projecteurs et livres quand on les avait. Pour les enfants, on projetait les actions de bébé. Bébé mange, bébé boire, bébé dort. Et alors, une fois qu'on les avait vus, on répétait. Faites attention, regardez, répétez avec moi. On fermait l'image, on le répétait sans image. Et pour voir s'ils avaient bien compris, maintenant, vous faites un petit spectacle. Le petit spectacle, c'était « Faites ce que je dis ». Alors, bébé boit, on devait faire l'action de boire et tout ça. Et pour finir, une petite chanson pour bébé boit, bébé. Donc, la méthode audiovisuelle était on regarde, on mémorise et on répète. Parce que les présupposés scientifiques étaient qu'une fois qu'on a appris, on sait faire. Une fois qu'on a appris certaines structures, on sait les employer. Ce n'était pas vrai du tout. On les employait dans cette séance, dans ce milieu, mais pas après dans la vie courante. Le fait de se rendre compte des limites des méthodes audiovisuelles nous a porté à créer d'autres choses. Première question, bébé mange, bébé boit, bébé dort. Est-ce qu'il faut vraiment projeter ces actions-là sur un écran quand tous les jours, on va au réfectoire, on va se reposer, et surtout, le matin, il y a l'accueil dans un vestiaire. Certains moments de vie courante de l'école, pas d'apprentissage strict, mais de vie courante de l'école, auraient pu être associés à cette nouvelle langue et être beaucoup plus significatifs pour les élèves. L'accueil au matin, on laisse maman et on entre dans un milieu de copains. Le réfectoire, il faut savoir comment manger et comprendre ce qu'on mange et manger comme il faut. Et quand on va se reposer après le déjeuner, là aussi c'est un moment très significatif parce qu'en général, l'institutrice raconte une petite histoire, une ninanane, une comptine, etc. Cela, je crois me rappeler qu'on s'est rendu compte que l'école, en motivant les enfants à l'apprentissage, n'était plus le gardiennage qu'il y avait avant. La première retombée positive, c'était le français dans ses activités, ses activités courantes de la classe. La deuxième retombée significative était que le magnétophone, le projecteur fascinaient les enfants comme les instruments numériques de maintenant. Projeter des images et entendre la voix
c'était quelque chose qui fascinait les enfants. Donc, ces instruments-là, le magnétophone servait pour enregistrer la voix des enfants et leur faire écouter leur voix, et ça les fascinait. C'était projeter autre chose que non bébé et maman. Mais pendant les sorties, à l'époque, tout le monde faisait des diapos, on projetait des diapos et on reconstruisait l'aventure et l'exploration du milieu. Rémi avait démontré toutes ses limites, mais les retombées de Rémi étaient très, très intéressantes. Dans les années 80, alors un grand soutien à toute cette organisation ont été les adaptations des orientations. Adaptation des orientations de l'école maternelle d'État aux exigences socioculturelles et linguistiques de la vallée d'Aoste. Et cela prévoyait, je disais clairement, l'activité de l'école se distribue en temps égaux dans les deux langues, italienne et française. Chacune en temps égaux. Chacune des deux langues doit avoir ses motivations, ses espaces, ses temps et ses réalisations. La nouvelle perspective d'une école bilingue, ce n'était pas d'introduire le français, mais c'est de prévoir que l'activité éducative se faisait dans les deux langues. Donc, les éducations morales, linguistiques, intellectuelles, cognitives, etc., devaient se faire en deux langues. Il fallait organiser un bureau de coordination qui devait assumer pas seulement une action pédagogique, mais aussi toute une action administrative. J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait qu'un centre de coordination avait été constitué tout au départ, mais l'administration stricte de l'école dépendait encore des directions didactiques d'école élémentaire. Il fallait rendre ce niveau d'école tout à fait autonome, et donc le choix, en essayant de concilier les deux aspects, le nouveau bureau devait assurer l'action administrative et l'action pédagogique. L'organisation intérieure de ce bureau prévoyait le directeur et des collaborateurs. Collaboratrices, il n'y avait pas encore des hommes dans l'école élémentaire. Et donc, on a articulé le territoire de la région suivant les communautés de montagne. Comité de montagne strict d'institutrices, groupe d'institutrices et bien sûr la nouvelle place des parents à l'école, parce que le bureau de coordination assurait les fonctions de la direction, mais les comités de communauté de montagne assuraient les interclassi, assicuravano alla scuola elementare. Une autre retombée positive de Rémi, c'était que Rémi on avait destiné un coin, un petit endroit, aux activités en français. Il y avait les instruments de Rémi et il y avait la petite bibliothèque. C'était un petit endroit, mais ce n'était que le début, parce qu'au fur et à mesure que le français avançait, disons, dans son utilisation, dans l'enseignement et dans l'apprentissage, l'espace à lui dédié était toujours plus grand. Les mots du terroir sont des trésors à chérir. Gardons-les vivants ce soir pour ne pas les voir mourir.